quand on dit contraception, les gens entendent contraception féminine. Quand on parle de contraception masculine, on pense préservatif. On zappe en fait une grande partie de la contraception qui concerne celle des hommes. AVS avec Philippe Robichon. C'est à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Nadia El-Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne, notre invité, c'est Pierre Collin. Monsieur Collin, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour Nadia, bonjour Philippe. Voilà, vous êtes le cofondateur d'Adercom. Qu'est-ce que c'est qu'Adercom, monsieur Collin? Non, Ardecom. Ardecom, pardon. Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Voilà, et vous êtes un des premiers hommes qui a testé, entre autres, une contraception masculine autre que le préservatif qu'on connaît. Oui, il y a déjà 40 ans, les deux méthodes de contraception alternatives à la capote et au retrait existaient. Donc on a été effectivement les premiers à utiliser ces deux méthodes-là. Je peux les décrire si vous voulez. La première, c'est une méthode hormonale qui fonctionne sur le même principe que pour les femmes, c'est-à-dire de donner une information au cerveau en disant on t'a injecté de la testostérone et t'en as assez, donc c'est plus la peine d'en produire. Et comme à ce moment-là le cerveau ne donne plus l'ordre de produire de testostérone, il n'y a plus de production de spermatozoïdes. Donc c'est une méthode très efficace, aussi efficace que celle de la pilule pour les femmes ou que le dispositif intra-utérin, etc. Et une des particularités est que la fabrication des spermatozoïdes chez l'homme demande 3 mois. Donc il faut attendre 3 mois pour qu'on soit azoosperme, stérile, avec une contraception efficace. Et de même, quand on arrête, pendant 3 mois, la production redémarre et ce n'est qu'au bout de 3 mois qu'on a le même niveau de spermatozoïdes qu'au départ. Donc on a démontré effectivement l'efficacité et la réversibilité de cette méthode. Donc actuellement, elle est utilisée par une centaine d'hommes. Très bien, mais qu'est-ce qui a amené le groupe d'hommes que vous avez constitué à se poser, à réfléchir sur la contraception masculine, à une époque où c'était justement la contraception féminine qui explosait plutôt? Oui, mais les femmes, effectivement, voulaient une contraception par rapport à leur désir d'enfant et par rapport à leur corps. Mais nous, en tant qu'hommes, on avait, dans les groupes de parole qu'on avait formés, on parlait de notre responsabilité aussi dans notre non-désir d'enfant et qu'on ne voyait pas pourquoi on déléguerait, on obligerait aux femmes à se contracepter. On avait à prendre nos responsabilités et donc c'est pour ça qu'on s'est retourné vers des médecins, chercheurs, comme le docteur Soufir et pour la contraception hormonale et le docteur Mieuxet à Toulouse pour la contraception thermique. Mais le préservatif ne suffisait pas comme moyen de contraception et de protection? Demander aux hommes et demander aussi aux femmes. Le préservatif, c'est quand même pas terrible. De s'arrêter, de mettre un bout de truc au bout du zizi, c'est pas terrible. Ah, c'est sûr que dit comme ça, c'est pas terrible. Mais finalement, aujourd'hui, quand on voit tout ce que dit la presse, on dit la contraception masculine, c'est pour demain. Vous dites, si j'ai bien compris, que non, c'est pas pour demain, ça existe déjà et ça existe. Voilà, ça existe depuis un moment en fait. Absolument. Vous avez une consultation à Cochin, vous avez des consultations dans les plannings familiaux. Et il y a eu plus de 1000 hommes qui ont déjà utilisé la contraception hormonale et il y a plus d'une centaine d'hommes qui utilisent la contraception thermique. Et il y a un gros boom actuellement sur la contraception thermique avec le slip contraceptif et ou l'anneau contraceptif qui s'appelle AndroSwitch et qui se trouve sur Internet. Et qui est très efficace et qui n'utilise pas d'hormones
et qui simplement repose sur le fait que les testicules sont à l'extérieur du corps, dans les bourses, et à 34 degrés, et que si on remonte de 34 à 37 degrés, c'est-à-dire qu'on les fait remonter dans le corps, à ce moment-là, la production de spermatozoïdes s'arrête. Alors, est-ce qu'on peut décrire un peu la méthode thermique pour les femmes et les hommes qui ne savent pas ce que c'est? Donc, vous parlez d'un slip. C'est un slip qui a une certaine configuration. Donc, en fait, on peut prendre n'importe quel slip au final. C'est ce qui est aussi intéressant dans cette méthode. On peut le fabriquer soi-même. On peut le fabriquer soi-même. D'ailleurs, ce sont des hommes qui ont breveté cette technologie et ils ont des machines à coudre. Et donc, ils se sont mis à la couture pour pouvoir développer ce slip. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le principe? Oui, le principe, c'est très simple. Quand les garçons nés, il a les bourses qui sont dans des canaux, qu'on appelle les canaux inguinaux, qui sont de chaque côté de la verge à l'intérieur du corps. Et les testicules doivent descendre dans les bourses, et si elles ne le font pas, c'est ce qu'on appelle les cryptorchidie, et le petit garçon, on l'emmène chez le médecin pour qu'il fasse descendre les bourses. Les testicules dans les bourses, tout à fait. Et là, actuellement, il suffit, entre guillemets, dans le trou qu'on fait dans le slip, de passer la verge et de tirer sur la peau des bourses pour que les testicules remontent directement dans les canaux inguinaux et donc passent à 37 degrés. Donc c'est très simple, c'est mécanique. Et il suffit de porter ce slip ou l'anneau, qui est l'équivalent, pendant 15 heures par jour, tous les jours. Alors, parce que 15 heures par 24 heures, mais alors, parce que 15 heures par 24 heures, si on compte la nuit, ça fait quoi en gros comme moment pour le porter? Vous portez un slip ou votre compagne porte un soutien-gorge à peu près 15 heures par jour. Donc, c'est pas une durée extraordinaire, c'est une durée normale de port d'un sous-vêtement. Tout le monde s'inquiète des 15 heures alors que c'est un faux problème. D'accord. Mais si je vous dis ça, est-ce qu'il faut que ce soit 15 heures pile, Monsieur Collin, pour que ça fonctionne? Faut que ça soit 15 heures, mais pas forcément de manière continue. Ça peut être une partie pendant la nuit, une partie pendant la journée. D'accord. C'est dans cette période de 24 heures, il faut 15 heures. Il faut 15 heures, voilà, absolument. Et si une personne s'intéresse à cette technique, alors déjà sur le site d'Ardecom, il y a une vidéo bien faite qui explique justement cette méthode thermique, donc pour visualiser clairement comment techniquement c'est faisable avec ce slip. Et autre chose aussi, par contre, il y a un élément qui est important, me semble-t-il, à préciser également, c'est que si un jeune homme ou un homme moins jeune est intéressé par cette méthode, il faut savoir qu'à partir du moment où il commence à mettre ce slip en respectant donc tout le protocole, les 15 heures par 24 heures, il lui faut quand même tout de même 3 mois pour commencer à avoir l'efficacité, pour avoir une efficacité quant à la contraception suite à l'utilisation de ce slip. C'est très intéressant ce que vous dites, Nadia, parce que ça montre effectivement que la plupart des gens, et nous au départ c'était pareil, on ne connaît pas le fonctionnement reproductif de l'homme, et de toute façon, quelle que soit la méthode pour les hommes, il faut 3 mois de fabrication pour les spermatozoïdes. Tout à fait, mais il faut le préciser parce que tout le monde ne sait pas comment bien sûr. Comment l'homme fonctionne. On ne le savait pas au départ non plus. Ce qui montre qu'effectivement la femme est assignée par la société à assurer le rôle contraceptif et le rôle de reproduction, alors que l'homme, il s'en fout complètement de comment il est fait et comment il produit des spermatozoïdes. On lui apprend jamais, et en général, les médecins, on leur apprend pas non plus. Ce qui fait qu'il y a très, très peu de gynécologues ou de médecins qui s'intéressent à la contraception masculine. Ils ont un automatisme sur la contraception féminine. Donc, quelles que soient les méthodes, vous avez besoin de 3 mois pour que ça s'arrête, ou 3 mois pour que ça redémarre. Techniquement, est-ce qu'on sent quelque chose? Parce que on n'a pas l'habitude que les testicules soient remontés, Nadia. Écoutez, tous les hommes qui font des sports de combat ont des slips qui permettent de faire remonter les testicules à l'intérieur du corps et de les protéger.
Donc, vous voyez qu'on peut faire du sport, on peut faire... D'accord, mais ma question, c'était pas, est-ce qu'on sent quelque chose? Parce qu'au début, non, il faut... On sent rien. On sent rien une fois qu'elles sont remontées, on sent rien. Alors là Monsieur Collin sera plus à même de vous répondre parce que il a testé, lui. N'ayant pas effectivement de testicules, j'aurais du mal. Vous pouvez me demander à moi, Nadia, si vous voulez, je peux vous aider si vous voulez. Mais en tout cas, le retour des hommes qui ont utilisé cette méthode disent que finalement, au départ, comme toute méthode ou comme tout protocole technique, il y a le temps d'apprentissage, il y a le temps d'appropriation et de réappropriation de son corps mais réellement pour pouvoir ensuite entrer dans une bonne routine. Donc au départ, ça peut paraître technique parce que effectivement, lorsque vous passez le pénis dans le trou du slip et qu'ensuite il faut également tirer les bourses pour que les testicules puissent rester vers le haut, ça peut paraître comme ça. Ne faites pas les gestes, Nadia. Je vous comprends. Voilà, vous avez compris. Ça peut paraître comme ça fastidieux et technique, mais en réalité, c'est un geste très simple. C'est pour ça que je vous invite très simplement à aller. Les vidéos sont vraiment bien faites sur le site d'Ardecom et vous comprendrez en fait. Mais là, vous soulevez un point important, c'est que les hommes, on dit que les femmes ne connaissent pas leur corps. Mais en réalité, les hommes non plus. Il y a très peu. C'est ce que je disais, c'est ce que je Mais disais. oui, tout à fait. Il y a très peu d'hommes qui savent que les testicules sont mobiles déjà. Oui. Donc, de permettre aux hommes de se redécouvrir, parce que bon, à part le pénis où tout le monde sait même vous le représenter sur des murs, en réalité, leur fonctionnement interne, ils ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, ce que vient de dire M. Collin est intéressant parce que tout ce qui concerne la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes, les hommes n'en savent pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y a des fausses croyances qui continuent encore à circuler. Par exemple, quant à la consistance du sperme. Donc, ces moyens de contraception posent question aux hommes sur leur virilité et sur le contenu de leur éjaculation parce qu'ils ne savent pas comment est constitué tout leur appareil génital. Donc vous avez tout à fait raison. Oui, donc c'est important. Et d'ailleurs, c'est le fruit de notre échange aujourd'hui, de préciser ces éléments-là pour que les hommes puissent comprendre aussi l'intérêt qu'ils ont à s'orienter, à réfléchir et à s'informer sur la contraception masculine, me semble-t-il. Vous avez tout à fait raison, Nadia. Il y a un des éléments, par exemple, qui est le volume de l'éjaculat. Les hommes ont peur de ne plus avoir d'éjaculat, de ne plus pouvoir éjaculer et de ne plus avoir du liquide. Or, les spermatozoïdes ne représentent que 1% du volume de l'éjaculat. Donc, on a un éjaculat qui est en fait un liquide séminal, de l'eau, mais c'est pas 100% des spermatozoïdes. Ce n'est que 1%. Donc, quand on arrête la production de spermatozoïdes, on a toujours un éjaculat qui est le même en quantité et en qualité qu'avant. Alors, c'est très important par rapport à la libido, il n'y a pas du tout de changement par rapport à la libido. Au contraire, je dirais, quand on est libéré, entre guillemets, du risque de faire un enfant quand on n'en veut pas, on est beaucoup plus relax et on est beaucoup plus imaginatif et beaucoup plus souple dans l'imaginaire pour faire l'amour avec sa compagne ou avec sa femme qu'autrement. Je ne savais pas, Nadia, que la contraception avait un sexe. Je crois qu'on disait la contraception tout court. Et oui, mais dans la compréhension collective, quand on dit contraception, les gens entendent contraception féminine. D'ailleurs, certaines personnes sont étonnées quand on rajoute l'adjectif masculine derrière. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, parce que, d'ailleurs, vous verrez dans la majorité des sites qui parlent de contraception, bien souvent, on ne parle que de contraception féminine, ou quand on parle de contraception masculine, on pense préservatif, qui est plus parlé en termes de protection d'ailleurs que contraception, mais on zappe en fait une grande partie de la contraception qui concerne celle des hommes.
Alors, on était en train d'évoquer tout à l'heure, avant la pause, la méthode thermique avec Pierre Collin, notre invité. Comment est-ce que vous mesurez les effets d'une contraception ? Alors, la contraception se mesure par le nombre de spermatozoïdes par millilitre. Bon, il faut savoir que un homme qui est fertile a un nombre de spermatozoïdes qui est entre, mettons, 10 millions et 100 millions de spermatozoïdes par millilitre, et que toutes les études sur la stérilité masculine montrent que en dessous de 1 million par millilitre, l'homme est stérile. Donc en fait, le but d'une contraception masculine est de diminuer les 10 à 100 millions de spermatozoïdes par millilitre en dessous de la barre des 1 million. Alors pour ça, il faut effectivement se masturber, avoir une éjaculation dans un tube qui est dans un laboratoire d'analyse. Et à ce moment-là, les laborantins comptent le nombre de spermatozoïdes au microscope et disent effectivement, ben voilà, il y en a tant, et parmi le nombre, il y en a X 90% qui sont mobiles et 10% qui sont anormaux, etc. Donc on vérifie l'efficacité de la méthode par le nombre de spermatozoïdes par millilitre. C'est ce qu'on appelle un spermogramme, et très souvent les hommes qui connaissent les spermogrammes sont des hommes qui entrent dans un processus d'accompagnement, d'aide médicale à la procréation. Voilà, mais c'est pas quelque chose de nouveau, le spermogramme. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la méthode dite thermique ? Alors les seules contre-indications, c'est d'avoir effectivement, comme je le disais tout à l'heure, eu une cryptorchidie étant enfant, c'est-à-dire d'avoir eu les testicules qui ne descendaient pas dans les bourses, ce qui a nécessité une opération, ou d'avoir une torsion testiculaire, donc des antécédents sur les testicules dans la famille. De varicocèle et autres. C'est très rare, oui. Tout à fait. Ça concerne combien de personnes qui l'utilisent actuellement en France ? Actuellement, il y a plus d'une centaine de personnes, et c'est en très forte augmentation grâce à l'invention d'un anneau en silicone qui a été fait par Maxime et qu'on peut acheter sur le site AndroSwitch. D'accord. Et là, la méthode est la même ? Comment ça se passe ? Oui, la méthode est exactement la même, de passer la verge dans l'anneau et de tirer la peau des bourses pour que les testicules remontent dans les canaux inguinaux. Alors attention à ne pas confondre avec les anneaux péniens, parce que là, là on passe en fait les bourses vidées de leurs testicules dans l'anneau. Non, mais c'est important de le signaler, parce que les hommes qui connaissent l'anneau pénien peuvent confondre. C'est pas du tout la même chose. Et là, on fait la méthode, on fait l'opération tous les jours, c'est ça ? Avec l'anneau. C'est le même principe. Non, toujours 15 heures par jour. Voilà, c'est le même principe que le slip, en fait. Faut maintenir les testicules au chaud, je dirais, à la température du corps, pendant 15 heures par jour. Alors, pour revenir sur les spermogrammes, il faut rajouter que, en général, on fait un spermogramme avant de commencer la méthode, pour savoir à quel niveau on en démarre. Et de le faire au bout d'1 mois et demi pour vérifier que c'est bien en train de descendre, et de le faire au bout de 3 mois, et que, donc, en général, au bout de 3 mois, on est en dessous de la barre des 1 million. Et de même, quand on arrête, quand on veut faire un enfant, à ce moment-là, on regarde la remontée avec l'injonction de prendre une double contraception pendant la remontée, parce que il peut y avoir une remontée rapide et une faisabilité d'enfant assez rapide. Alors, la plus connue de toutes les méthodes de contraception masculine, c'est la vasectomie, qui augmente en France 491% entre 2010 et 2018. Pourtant, il y a encore pas mal d'idées reçues sur la vasectomie. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est. Est-ce que, Nadia, on peut dire que c'est l'équivalent de la ligature des trompes chez les femmes ? On peut dire que c'est l'équivalent, oui.
même si anatomiquement c'est pas la même chose, mais l'équivalent masculin. On peut dire que c'est l'équivalent. La seule chose, alors après je laisserai Monsieur Collin nous préciser certains points, mais la vasectomie est encore considérée par certains hommes comme si vous voulez, une élimination de la virilité. Il y a encore cette représentation-là qui circule malheureusement, alors que c'est la section des canaux qui permettent aux spermatozoïdes de remonter vers la prostate. Donc ça ne touche absolument pas l'érection ni la qualité de l'éjaculat. Donc à mon sens, je pense qu'il y a encore cette représentation qui circule parce que tout simplement, l'information n'est pas complète et que nous, professionnels de santé, sommes déjà pas informés convenablement. On ne cherche pas non plus à s'informer, ce qui est triste. Mais on verra les explications sociologiques, mais semble-t-il, ça n'est pas une priorité en fait du monde médical. Alors que certains hommes seraient éventuellement intéressés. Et c'est vrai qu'on devrait se poser la question en France, parce que quand on voit que nos amis espagnols, mais également nos amis transatlantiques, donc Canada, États-Unis, pratiquent la vasectomie. Champions du monde, ce sont les Britanniques. Tout à fait, ils sont à un peu plus de 20%. Plus de 20%, oui. 21%. Ouais. Oui, donc ça pose question sur la façon dont on informe les femmes et les hommes sur cette technique. Vous avez tout à fait raison. Là, en France, on est à 0,2%. Effectivement, c'est en augmentation. On est passé de 0,1 à 0,2%, contre 10% en Espagne et 20% en Angleterre. Ce qui se passe, c'est qu'en Angleterre, les médecins sont les médecins généralistes qui s'occupent de la contraception de la femme, mais surtout des couples. Donc, font signer le couple sur une feuille informative où effectivement figure la vasectomie comme moyen de contraception. Et du coup, il y a 20% des hommes qui sont vasectomisés. Quand vous avez 2 enfants ou 3 enfants et que vous n'en voulez plus, il n'y a pas besoin d'assigner la femme à prendre des hormones ou à prendre une contraception au quotidien, alors que un geste d'un quart d'heure chez un médecin vous permet de ne plus avoir de spermatozoïdes dans l'éjaculat et d'être tranquille pour la vie. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'hommes qui se tournent vers ce moyen de contraception, même si, comme vous le disiez, il y a des médecins qui sont réticents et qui disent « mais est-ce que vous avez bien réfléchi ? Il y a 4 mois pour réfléchir. Est-ce que vous voulez faire un dépôt de sperme dans un sécos, dans une banque du sperme parce que si vous changez d'avis ou si vous changez de femme, ou etc. » Enfin, c'est n'importe quoi, alors que en général, les hommes qui demandent ça ont bien réfléchi et ne veulent plus d'enfants. Oui, c'est marrant parce que c'est une situation qu'on retrouve en miroir chez les femmes. Mais après, là, ça pose question aussi sur la représentation que l'on a de la maternité, paternité, enfin de la reproduction au sens général du terme. Parce qu'une femme d'une trentaine d'années qui se présenterait chez son gynécologue et qui lui demanderait une ligature des trompes aurait exactement le même type de discours. D'ailleurs, beaucoup de médecins refusent. En lui demandant de réfléchir. Alors il y a ce fameux délai de réflexion des 4 mois, mais en lui demandant de réfléchir parce que c'est irréversible et que si jamais elle changeait d'avis ou de compagnon, quoi qu'est-ce, elle risquerait de regretter. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette idée que à un certain âge, on ne peut pas décider de plein gré et en pleine conscience de ne pas avoir d'enfant dans l'avenir. Pourquoi ? C'est irréversible, cet acte chirurgical. Il y a une possibilité de reperméation, c'est ce qu'on appelle la vasectomie, mais qui a une efficacité de 50%, grosso modo. Voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement la vasostomie. Mais vous ne pouvez pas présenter en fait la technique comme ça. C'est-à-dire que quand médicalement vous présentez la technique, vous dites que elle peut être irréversible. Mais généralement, les hommes qui souhaitent une contraception, là, on est dans une catégorie d'hommes qui est donc des hommes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils en ont déjà et donc ils sont décidés par rapport à leur choix,
ou alors des jeunes hommes qui sont également décidés par rapport à ça et qui ne se voient absolument pas vivre avec des enfants. Ça existe et ça, il faut le considérer. Enfin, il faut qu'on sorte des représentations formatées. Mais Nadia, on peut évoluer dans la vie, on peut changer d'idée. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est intéressant justement, et d'où l'objet de notre émission aujourd'hui, de parler de toutes les autres contraceptions masculines qui existent et dont beaucoup d'hommes ne connaissent même pas l'existence. Alors, on va voir en quoi consiste l'opération, parce qu'il y a encore quand même cette idée reçue chez les hommes que la vasectomie impacte la sexualité. Alors, pas du tout, effectivement, dans la mesure où l'érection, c'est simplement un afflux de sang dans la verge, alors que là, on est sur les canaux déférents, c'est-à-dire les canaux qui conduisent les spermatozoïdes, et donc on a on coupe les canaux et on fait un nœud de chaque côté, et donc c'est une incision très minime et même qui peut se pratiquer sans bistouri, et encore une fois une opération très minime avec une anesthésie locale qui demande un quart d'heure. D'accord. Et qui sont les praticiens justement de cette opération ? En France ? Oui. En général, c'est les urologues. C'est les urologues, oui. Oui. Mais il y a beaucoup. Enfin, de plus en plus, on collecte les informations sur les urologues qui pratiquent ces vasectomies pour pouvoir orienter les hommes directement vers des urologues qui sont positifs par rapport à la pratique de la vasectomie. Il faut savoir que Essure était, pour les femmes, était une méthode qui coûtait 1 200 €. La vasectomie coûte 65 €, 70 €. Donc c'est sûr que pour les médecins, c'est pas très rentable. Donc il y a aussi cet aspect-là de rentabilité, malheureusement, du côté médical. D'accord. Et les hommes continuent à avoir des éjaculations. Absolument. Érection et éjaculation. Oui, c'est ça, parce que l'érection, c'est le désir que vous pouvez éprouver et qui fait gonfler la verge avec un afflux de sang. Et ça n'a rien à voir. C'est simplement, je dirais, dans la tête. Et le reste, c'est le nombre le volume des spermatozoïdes qui ne représente que 1% de l'éjaculat. Et donc, vous avez un éjaculat qui ne change absolument pas. Et tout à fait. En fait, ce que les hommes... dans l'éducation à la sexualité, d'ailleurs, ça c'est un élément qui est fondamental d'expliquer aux hommes comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que ce qui remonte des testicules, ce sont les spermatozoïdes. Ensuite, le reste du sperme, donc le liquide, si vous voulez, tout ça est constitué au niveau de la prostate, des vésicules séminales, des glandes de Cooper, des structures qui sont beaucoup plus hautes. Donc, quand on intervient au niveau du canal et qu'on le sectionne, donc dans le cadre de la vasectomie, ça ne touche absolument pas l'éjaculation en elle-même et le liquide, donc le sperme en l'occurrence, qui est éjaculé. On en a beaucoup parlé de cette nouvelle et cette découverte qui vient d'Inde, Nadia, avec là aussi beaucoup d'espoir. Alors oui, donc Monsieur Collin nous en dira probablement plus que moi, mais il y a donc la proposition de l'injection d'un gel qui viendrait en fait empêcher l'acheminement des spermatozoïdes donc vers justement la constitution du sperme et donc qui permettrait une contraception, paraît-il, très efficace pour les hommes. Ouais, enfin, ce qui paraît fou, c'est que c'est surtout la durée de l'action de ce gel. Oui, alors une technique qui serait réversible, puisque donc l'injection d'un autre produit qui permettrait d'annuler les effets de désagréger en fait ce gel-là rendrait de nouveau l'acheminement des spermatozoïdes possible, et donc un homme qui souhaiterait de nouveau qui aurait un désir de procréation pourrait sans aucun problème avoir des enfants par la suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Monsieur Collin ? C'est vrai que c'est un progrès très important, mais ce qui est un peu étonnant, c'est que le Résug est développé depuis 20 ans en Inde et qu'on en est encore à un stade d'essai, puisqu'il y a eu 139 hommes qui ont été testés.
on n'a pas encore la réversibilité de la méthode. Et sur la durée, on n'a pas non plus de preuves, puisqu'il parle de 18 ans. En fait, ça a été testé sur 6 mois, alors que dans les tests que nous, on a fait en collaboration avec l'OMS sur 1000 hommes, le minimum de 2 mois est de 18. Donc il faudrait qu'il fasse des tests sur 18 mois pour être reconnu mondialement par l'OMS, et surtout sur la réversibilité. Alors par contre, vous parlez de la méthode hormonale. Quand vous parlez... du Rizug. Je parle du Rizug. D'accord, ok. Et donc, cette nouvelle sur le Rizug, il montre qu'il y a un intérêt en Inde et un intérêt, je pense, de diffuser l'information mondialement, et que d'autres laboratoires s'y intéressent, d'autres pays s'y intéressent. C'est vraiment un progrès très net qui pourrait être une alternative en fait à la vasectomie, avec une réversibilité, comme vous disiez, par dissolution du gel dans les canaux déférents. Donc c'est très intéressant à suivre, mais faut savoir qu'il y a à Paris un congrès tous les 2 ans, un congrès sur la contraception masculine, un congrès mondial avec tous les grands spécialistes. Et donc on aura le 3e congrès au mois de mai cette année, enfin en 2020. Et lors du dernier congrès, il y avait une unanimité pour dire que ce Rizug, de même que le Vasalgel, qui est l'équivalent aux États-Unis, sur le même principe, ne seront efficaces avec toutes les autorisations qu'en 2030. 2030, oui. Donc on est malheureusement dans une preuve que d'autres méthodes existent avec un grand espoir, mais qu'il faut encore attendre le passage de l'animal vers l'homme et de l'homme sur une durée suffisante pour vérifier l'innocuité, l'efficacité et la réversibilité. D'accord, donc au jour d'aujourd'hui, les méthodes qui consistent en fait à obstruer les fameux canaux déférents, ces canaux qui amènent des spermatozoïdes vers la prostate et puis donc le reste, pour l'instant est en cours de test, même si certains sont déjà avancés au niveau des phases de test. Donc pour l'instant, c'est pas pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a dans les cabinets la possibilité du côté des urologues de se faire proposer, je suis un homme, je vais consulter, je souhaite une contraception, je peux me faire proposer une contraception hormonale. Alors cette contraception-là, quelle est son efficacité, quels sont ses effets, donc la durée, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Moi, je suis un homme, je veux me contracepter là, demain, je suis intéressée. Qu'est-ce que je peux avoir comme renseignement concernant cette contraception hormonale ? D'abord, vous pouvez aller chez votre médecin généraliste. Il est capable de vous prescrire une contraception hormonale. On n'a pas besoin d'être urologue pour prescrire une contraception masculine. Et donc, la contraception hormonale consiste en une injection hebdomadaire, donc toutes les semaines. Une injection d'une ampoule dénantale de testostérone, qui est un médicament qui existe pour les hommes qui n'ont pas assez de testostérone, donc qui existe dans toutes les pharmacies. Donc c'est un produit qui est connu et reconnu, largement utilisé, et donc qui permet d'injecter dans le corps de la testostérone, et comme je le disais au début, de donner une information à l'hypothalamus, au cerveau, comme quoi il y a déjà assez de testostérone dans le corps et il n'y a plus nécessité à en produire. Et n'en produisant plus, il ne produit plus de spermatozoïdes. Donc c'est un substitut de la testostérone du corps qui est efficace à 98%, comme la pilule pour les femmes, et qui a comme contre-indication, comme pour la femme, le tabagisme, l'hyperglycémie, etc. Et qui a les mêmes effets secondaires éventuels, c'est-à-dire une petite prise de poids, un peu d'acné éventuellement sur certains sujets, mais tout dépend des sujets. C'est exactement
Comme la pilule féminine. Femmes, c'est chacune réagit avec son corps. D'accord. Alors, je suis un homme qui a la phobie des injections. Y a-t-il d'autres modalités possibles? Un gel ou... Oui. Pour le moment, il n'y a pas d'autres méthodes. Le gel et l'implant et l'implant sont en cours de test aux États-Unis. D'accord. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces méthodes-là et qui seraient effectivement, mais là aussi à partir de 2025-2030, qui permettraient, comme pour les femmes, d'avoir des implants, donc de ne pas avoir de soucis de prise de médicaments pour des périodes de 6 mois, 1 an ou 5 ans. D'accord. Et cette contraception hormonale, donc par injection, elle est prise en charge par la Sécurité sociale? Alors, elle n'a pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Pour cette indication, oui. Elle n'a pas cette indication-là, exactement. Mais quand elle est prescrite en première phase par un médecin qui est hospitalier, elle est prise en charge par les Sécu. D'accord. Mais sinon, il y a beaucoup de pharmaciens qui la donnent et c'est remboursé par la Sécu. D'accord. Donc, est-ce que les hommes ont tout intérêt à consulter un médecin en milieu hospitalier, donc en l'occurrence un urologue, ou s'ils passent par le médecin généraliste, ils peuvent tout autant avoir ce traitement hebdomadaire pris en charge? Ce traitement, absolument. D'accord. Et au planning familial, notamment à Paris, par exemple, le premier, le troisième samedi de chaque mois, rue Vivienne, il y a une consultation où le docteur Lamy fait des consultations et prescrit cette contraception hormonale. Oui, donc il faut savoir, c'est très important ce que vous dites là, il faut savoir que Ardecom collabore avec les plannings familiaux pour que lorsqu'il est parlé, et là pour le coup je suis bien placée en tant que sage-femme pour le savoir, c'est que lorsque on parle au sein du planning familial, on communique sur les contraceptions pour que la contraception masculine également soit mise sur le même plan et présentée aux ados, aux jeunes qui viennent consulter ou qui viennent s'informer. Tout à fait. Il rentre dans la formation à la sexualité un volet important qui est de montrer aux jeunes filles et aux jeunes hommes que les deux sont responsables et qu'il y a des moyens pour les hommes de se contracepter, de ne pas reposer sur la femme. Notre idéal, dans un idéal d'égalité entre les hommes et les femmes, est qu'effectivement il y ait une alternance de prise des méthodes et que le corps de la femme, que la femme dans sa tête aussi, dans son mental, puisse se reposer sur l'homme qui prend en charge en alternance ce souci. Alors peut-être y aura-t-il dans les années à venir un engouement pour le slip contraceptif ou l'anneau, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir que du côté féminin, il y a une remise en question justement des hormones et de l'impact que ça peut avoir au niveau de l'organisme, au niveau corporel, et également au niveau psychique. Donc vous pensez que les jeunes hommes dans le futur vont s'orienter vers ces méthodes dites plus naturelles, plus écologiques? Ce que je peux vous dire par l'expérience du planning familial à Paris, où on est en collaboration avec le planning, que beaucoup de jeunes couples entre, je dirais, 20 ans et 30 ans viennent avec ce souci, ce dialogue entre hommes et femmes, en disant écoute, maintenant c'est ton tour, et si possible ne prends pas d'hormones, parce que moi j'ai vu les effets délétères des hormones sur mon corps, et essaye de t'orienter vers une autre méthode. Et donc effectivement, il y a, je dirais actuellement, plus d'hommes qui vont vers la thermique que vers l'hormonal. Mais par contre, il y a quand même des hommes qui disent moi, avec une piqûre par semaine, c'est une piqûre intramusculaire, ça fait pas mal, c'est comme n'importe quelle piqûre, et j'en suis débarrassé, entre guillemets. Enfin, une piqûre par semaine, c'est quand même contraignant. Écoutez, il y a plein... je vais vous dire deux choses. D'une part, le fait que les hommes qui
qui doivent se soigner pour le diabète se font des piqûres, comme les femmes aussi. Et d'autre part, il y a quand même pas mal d'hommes qui vont en salle de musculation et qui prennent de la testostérone pour avoir des gros muscles. Et ça, ils viennent pas se plaindre. Oui, mais moi je vous dis ça d'un point de vue, un des échecs de la pilule, parfois, c'est que certains l'oublient. Donc à un moment donné, vous avez aussi besoin que la méthode, elle soit, elle vous couvre pendant un bon moment. Ça peut être un frein, si vous voulez. La périodicité, une fois par semaine, ça peut être un frein. Oui, mais ça l'est aussi pour les femmes. Donc je pense que ça devient de plus en plus une affaire de couple, une relation justement d'amour et de responsabilité entre l'homme et la femme, qui disent, de même que quelquefois les hommes disent à leur femme t'as pensé à ta pilule, ou les femmes disent à leur homme tu me feras penser à la prendre ce soir ou le matin, c'est la même chose pour les hommes. C'est-à-dire que leur femme leur dira tiens, je vais te faire ta piqûre tous les lundis matins ou tous les dimanches soirs. Alors pour terminer, Pierre Collin, on en est où de la pilule pour hommes, puisqu'on parle de pilule? Alors la pilule en tant que telle n'est pas très facile parce que la testostérone est détruite par le foie. Donc il faut pouvoir l'associer avec autre chose pour qu'elle ne soit pas détruite par le foie. Donc la pilule en tant que telle, je pense qu'il faut un peu oublier ce terme-là pour l'homme, pour le moment. Il faut plutôt aller vers effectivement des injections ou des implants, du gel. Des implants ou du gel. En tout cas, c'est passionnant. Merci Pierre Collin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM. Merci. Et Nadia, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.